Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Pascal Auger, délégué syndical chez Invent, qui vient nous parler de la fresque du climat, un atelier dont l'objectif est de sensibiliser le public au changement climatique. Bonjour Pascal. Avant de nous expliquer comment se déroulent les ateliers, peux-tu nous en raconter la genèse ? La fresque du climat est un atelier conçu par Cédric Reichenbach. Cédric était le nez plongé dans les rapports du GIEC. Le GIEC, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est, s'il te plaît ? Le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental d'experts scientifiques sur l'évolution du climat, qui regroupe donc des experts scientifiques nommés par les gouvernements de tous les pays qui participent, environ 140 dans le monde, et qui publient régulièrement des rapports qui font le point sur la connaissance scientifique au sujet du climat. Le dernier rapport du GIEC date de 2015, et le prochain sera présenté en 2022. Et ouais, la validation scientifique, ça prend du temps. Entre-temps, et pour nous faire patienter, ils publient des rapports intermédiaires. Par exemple, en 2018, ils ont publié un rapport qui explique ce que l'on peut attendre comme différence entre un réchauffement à 1,5 degré et un réchauffement à 2 degrés. Qu'est-ce que cela change pour les cyclones, les sécheresses, les crues, la biodiversité terrestre, la biodiversité marine, la montée des eaux, les ressources en eau douce, les rendements agricoles, etc. Et quand on le lit, on voit que les différences sont de taille. Bref, Cédric, en lisant ces rapports, s'est dit « il faut que tout le monde soit au courant de ce qui est écrit là-dedans, mais si j'envoie ces rapports à mon entourage, ça ne va pas le faire ». Et il a donc inventé cet atelier et créé son association. Toutes les informations contenues dans la fresque du climat sont basées sur les chiffres du GIEC. D'accord. Et donc, si je comprends bien, ces chiffres, ils ne peuvent pas être mis en cause. Enfin, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore quelques années, tu avais des personnalités publiques importantes, on va dire, comme Claude Allègre ou Luc Ferry, qui doutaient publiquement dans les médias du réchauffement climatique. Donc, est-ce qu'il existe encore des climato-sceptiques ? Oui, il y en a encore. Et à mon avis, il y en aura toujours. Je préfère le terme négationniste du changement climatique, c'est-à-dire des personnes qui nient l'évidence et les preuves scientifiques. Le terme climato-sceptique utilisé dans les médias fait implicitement référence au scepticisme, qui est un comportement bénéfique en recherche scientifique. Pour moi, oui, il y a un consensus scientifique, notamment grâce aux travaux du GIEC, justement, qui, comme je l'ai dit, sont des scientifiques qui consolident toutes les publications scientifiques du monde entier. Comme les rapports sont soumis à la validation des différents pays avant publication, ils sont plutôt moins-disants. Et c'est ce qu'on voit déjà avec les données des rapports précédents. Le réchauffement va plus vite que ce qui était annoncé, la perte de biodiversité va plus vite que ce qui était annoncé, la baisse des rendements agricoles va plus vite que ce qui était annoncé, etc. Donc alors justement, revenons à la fresque. Donc toi, tu es animateur, c'est bien ça, auprès des adhérents CFDT, mais aussi chez CAP. Tout le monde peut participer ? Oui, j'ai lancé auprès des adhérents de notre fédération, la F3C, à la CFDT, et chez Capgemini Invent, un programme de déploiement de la fresque du climat. C'est un atelier interactif qui permet de mieux comprendre ce qui est à l'œuvre quand on parle du changement climatique. Tout le monde peut y participer, quel que soit son niveau de connaissance des problèmes d'environnement et d'écologie. Mon objectif est que de plus en plus de personnes chez Capgemini et de plus en plus d'adhérents et d'adhérentes de la CFDT soient conscients des enjeux environnementaux auxquels nous allons devoir faire face, et que toutes ces personnes se mettent en mouvement pour éviter le pire. Comme le dit le logo de ma signature CFDT, il y a urgence. Ok Pascal. Est-ce que tu peux nous raconter comment se déroule un atelier pour motiver les gens à venir participer à ton atelier ? Oui, en fait, je distribue des cartes et les participants et les participantes, ils doivent les organiser de telle façon que l'on comprenne les liens de cause à effet entre une carte et une autre. Par exemple, si on a la carte transport et la carte énergie fossile, les participants et les participantes vont mettre la carte transport à gauche de la carte énergie fossile pour indiquer que c'est le transport qui est, entre autres, la cause de l'utilisation des énergies fossiles. C'est ludique, c'est interactif, ça se déroule en 5 phases. Il y a 15 à 30 minutes pour une phase d'introduction, d'explication de l'atelier. Ensuite, environ 1h30 pour la phase de réflexion, où là, tout le monde construit la fresque. C'est là que les personnes discutent entre elles pour se mettre d'accord sur la place d'une carte par rapport à une autre.
c'est de la co-construction. Et moi, je n'interviens si besoin qu'une fois que le groupe s'est mis d'accord. Après, il y a 10 minutes pour la phase de créativité. Ça permet de décompresser et de faire en sorte que la fresque devienne vraiment l'exemplaire unique conçu par ce groupe qui devient une équipe. Et puis après, il y a 10 à 15 minutes pour la phase de restitution. Ça permet de partager ce qu'on a appris, de l'ancrer grâce à un exposé synthétique. Et puis enfin, il y a 45 minutes pour la phase de débrief, avec 2 séquences dans cette phase-là. Une première sur le partage des émotions. Qu'est-ce que je ressens comme émotion après avoir réalisé cette fresque ? Et une deuxième séquence de passage à l'action. Qu'est-ce que je peux faire pour éviter le pire ? Oui. Écoute, en fait, moi j'ai eu la chance de pouvoir participer à un de tes ateliers et on comprend en effet qu'il ne faut pas dépasser 1,5 ou 2 degrés parce qu'après il va y avoir emballement. Mais en tout cas, ce que je tiens à dire, c'est qu'on n'est pas abattu quand on sort de ton atelier, mais qu'on a plutôt envie de se battre car on prend conscience que même les petits gestes comptent. Et puis surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié après, c'est que tu nous envoies des liens pour reconnaître en fait notre empreinte carbone. Et notamment le site Nos Gestes Climat, où tu rentres quelques données, est-ce que tu as une voiture, est-ce que tu prends le train, nanana. Et puis à la fin, tu as ton empreinte carbone. Et puis surtout, ils te proposent des axes d'amélioration. Et ça qui est sympa en fait, des petits challenges. Et moi par exemple, écoute, j'ai accepté le challenge de perdre 320 kilos d'empreinte carbone cette année. Voilà. Ah bah bravo, beau défi Géraldine. Alors il y a aussi la fresque numérique dont on a parlé lors du podcast RSE. On peut aussi participer aux deux. D'accord, et du coup, alors comment on fait ? On t'envoie un mail pour s'inscrire ? Oui, je pense que pour l'instant, c'est le plus simple. Nous n'avons pas pour la F3C de plateforme qui permettrait de gérer les inscriptions comme avec Gary chez Cap, et c'est bien dommage, mais je désespère pas. Ok. Bon, écoute, pour conclure, Pascal, est-ce que tu es d'accord avec moi si on dit qu'en fait, l'essentiel, en fait, c'est la prise de conscience ? C'est-à-dire qu'avant, moi, je me disais, c'est surtout la faute des grandes entreprises, on peut rien faire, Total et tout ça, c'est les riches et ceux qui prennent les jets privés, par exemple, qui polluent la planète, et nous, à notre échelle, on peut rien faire. Alors qu'au final, je pense que l'action individuelle est aussi importante, non ? Oui, tout à fait. L'action individuelle n'est pas du tout négligeable. Quand on regarde notre empreinte carbone, en moyenne, on a 12 tonnes par personne aujourd'hui en France, par personne et par an. Et on voit qu'avec nos actions individuelles et en faisant un effort supplémentaire chaque année pour les 30 prochaines années, nous pourrions baisser notre empreinte à 6 à 7 tonnes, donc pratiquement divisé par 2, donc c'est vraiment pas négligeable. Et on comprend aussi que les émissions se réalisent en Chine ou en Inde, mais c'est nous qui en sommes les déclencheurs avec les produits et les services qu'on leur achète. Donc on arrête le débat stérile sur la Chine doit baisser ses émissions, car elle émet plus que la France. Ouais, et les plus petits gestes comptent. Par exemple, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'un SMS, ça coûte 300 fois moins cher à la planète qu'un message WhatsApp. Donc, parfois, évitons d'utiliser WhatsApp quand c'est pas nécessaire. Passons plutôt par nos bonnes vieilles lignes téléphoniques. Surtout qu'en plus, nos données, on ne sait pas trop ce qu'ils en font. Ils les gardent. Et puis, comme on dit, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà. Oui. C'est mon petit coup de gueule. Oui, t'as tout à fait raison, Géraldine. Le fait de répondre à une personne qui nous écrit sur WhatsApp par un SMS va forcément déclencher une réaction. Pourquoi elle ne me répond pas sur le fil de conversation ? Et ça va nous permettre de donner une explication et de planter une petite graine pour que de moins en moins de personnes utilisent ce type de plateforme pour envoyer des SMS. Ok, écoutez, c'est très passionnant. Merci Pascal, merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires sous la vidéo ou nous envoyer un mail. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. À la réalisation, Yanis, merci.